Bonjour les amis et bienvenue sur Rudarité. Voilà, pour ceux qui nous suivent depuis, vous savez que nous sommes en train de travailler sur les bases de la robotique mobile. Les questions pour nous de vous expliquer d'une façon aussi simple et aussi classique ce que c'est qu'un robot, dans ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, quels sont les éléments qui constituent un robot, bien sûr en particulier le robot mobile, on a présenté tout ça. Lors de la séance précédente, on vous a montré les différents problèmes, c'est-à-dire les problématiques liées à la robotique, à savoir le problème de la localisation, du mapping et bien sûr de la navigation. Et on vous a même présenté la différence fondamentale qu'il y a entre l'approche de la navigation lorsque l'environnement est connu ou inconnu. Donc voilà un peu en quelque sorte ce qu'on a fait jusqu'à présent. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos pour comprendre notre philosophie et surtout de poser vos questions si vous en avez autant pour nous en commentaire ou bien en nous envoyant simplement un mail. Et dans cette vidéo, on va simplement faire une conclusion de tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, c'est-à-dire la conclusion de l'introduction. Cette conclusion, bien sûr, va donner naissance à l'ouverture du premier chapitre qui va être du deuxième chapitre, si on peut l'appeler ainsi, voilà, qui va être bien sûr la modélisation. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? De tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il faut retenir qu'il y a plusieurs catégories de robots. On a les robots à roues, tels que les robots mobiles, comme ceci. Voilà, les droits de haut. On a les robots humanoïdes, voilà. On a également les robots sous-marins. Et bien, on a vu ensemble que, en ce qui concerne les robots à roues se déplacer suivant le plan, c'est-à-dire les 3 degrés de liberté, c'est-à-dire 2 translations et une seule orientation. Tandis que les robots sous-marins, par exemple, se déplaçaient suivant les 6 degrés de liberté, à savoir 3 translations et 3 rotations. On a aussi compris que les humanoïdes, c'est-à-dire les robots qui ont la morphologie d'un homme, étaient capables de consommer plus de moteurs en fait, dans ce sens-là. Et on a présenté ce que c'est que les degrés de liberté. On a montré aussi la différence entre un plan, c'est-à-dire un degré de liberté, et en fait un plan constitué d'un plan en d'autres termes et l'espace. Voilà. Donc en d'autres termes, lorsqu'on parle d'espace, on fait allusion bien sûr aussi degrés de liberté en quelque sorte. Mais lorsqu'on parle du plan, on fait allusion bien sûr aux 3 degrés de liberté, comme on a vu tout à l'heure. On a également présenté les problématiques ou bien les questions qui sont au cœur de la robotique. On vous a expliqué cela en détail. Donc, pour nous maintenant, on va donc faire un résumé autant pour nous aussi simple et classique. Donc, lorsqu'on parle de la localisation, vous devez comprendre que lorsqu'on parle ici de la localisation, le robot qui est ici, en quelque sorte, le robot, lui, il connaît sa position. Le robot ici connaît sa position, de ce côté. Pardon. Le robot cherche à connaître sa position, c'est-à-dire à savoir où est-ce qu'il se trouve. D'accord? Maintenant, pour la localisation, on a plusieurs approches. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle le balisage. On va expliquer pas à pas. Donc là, c'est pour le chapitre sur la modélisation et sur la localisation, mais on vous fait déjà une introduction autant pour nous sur la localisation. Il y a l'approche des balisages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre robot qui est là, dans son environnement, dans sa nation, et on définit par exemple les balises quelque part ici. Bon, on est dans le programme de ce côté. Voilà. Qu'est-ce que le robot fait? Le robot, lui, maintenant, les balises maintenant vont émettre le signal du côté du robot comme ceci. Oh, voilà. Maintenant, ces signaux reçus par le robot vont permettre de savoir que, grâce au calcul effectué dessus, on va savoir que je suis peut-être à 3 mètres de cette balise. Je suis peut-être à 3 mètres de ceci, je suis peut-être à 2 mètres, ainsi de suite, ainsi de suite. Puisque le robot, lui, va d'abord émettre un son, ce qu'on appelle dans ce capteur, dans ce sonar, ou bien dans ce capteur sonore, il va donc émettre le son et le calcul du temps aller et retour, puisqu'on sait que dans le vide, le son n'est pas bloqué dans le vide, en d'autres termes. Donc, on connaît la vitesse du son dans le vide, qui est de 3 8 mètres par seconde. Donc, à partir de ça, il faut donc estimer sa position et dire, ok, moi je suis à tel endroit par rapport à ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la localisation. On l'utilise pour balisage pour se localiser. L'avantage avec les balises, c'est quoi? C'est que c'est simple à mettre en œuvre, c'est pas compliqué. Donc, il faut juste, si on définit les balises, de ce côté, le robot va facilement se localiser. Mais l'inconvénient avec ça, c'est quoi? C'est que ça va être encombrant pour l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposez un temps soit peu, que vous utilisez par exemple, on va peut-être déployer ce robot-ci, peut-être, je ne sais pas, dans une ville donnée. Il faut encore aller refaire la carte, par exemple, de la ville. Et ça, ce n'est pas très commode et ce n'est pas une bonne chose. En fait. Ça va encore non seulement
encombrer la ville, ça va aussi encombrer aussi, je dirais, ça va aussi surcharger, je dirais, la ville pour rien juste pour faire naviguer le robot. C'est pourquoi, bien que la couche de balisage est plus simple à mettre en œuvre, mais dans le jargon de la robotique, actuellement, on n'utilise plus trop ça. C'est vrai, avant, on utilisait surtout voilà, nos grands-parents pour s'utiliser quand ils étaient en mer pour se localiser de ce côté. Donc, ça, c'est également intéressant et c'est bien aussi à connaître pour les roboticiens parce qu'on peut faire recours aux balises au cas où, par exemple, les capteurs sont défaillants. Il faut aussi comprendre également que, désolé, on a en plus de ça, donc en plus des balises de ce côté, on a aussi les infrarouges. Avec la localisation grâce aux infrarouges, la localisation maintenant grâce aux infrarouges va nous permettre déjà au robot d'émettre des rayons infrarouges et à partir maintenant du retour, donc il calcule le temps d'aller, le temps de retour, et cela va permettre d'estimer la distance entre le robot et l'obstacle. Et grâce à ça, il va simplement se localiser comme une lettre à la course. L'inconvénient également avec les capteurs infrarouges, c'est que les capteurs infrarouges ont une limite, ont une distance un peu plus réduite. Ça veut dire que si, voilà, par exemple, vous allez mettre par exemple un obstacle quelque part ici, disons ici par exemple, et que la distance maximale de notre infrarouge arrive ici. Vous voyez que le robot ne peut pas déterminer l'obstacle et la bouteille a bien obstacle. Donc, et le temps, par exemple, de détection de l'obstacle peut être très court. Donc, dans le cas pratique, c'est quoi? C'est que, imaginez si on équipe ce robot, par exemple, d'un capteur infrarouge, et que l'obstacle, il est ici. Pourtant, le robot ici, son infrarouge arrive ici, ça ne peut pas arriver ici. Or, si le robot arrive ici, avant de détecter qu'il y a un obstacle ici, le temps pour pouvoir réagir est très court. Et ça peut conduire à des catastrophes. Voilà pourquoi, bien que les capteurs infrarouges sont des capteurs aussi très pratiques, on peut les utiliser en fonction de la situation, mais dans notre communauté, beaucoup plus, on travaille plus avec les capteurs aussi, les capteurs sonores. Voilà, les capteurs sonores aussi sont beaucoup plus pratiques. On a par exemple le LIDAR pour ceux qui travaillent dans la robotique. Voilà, ici, on utilise là, de ce côté, il émet le son. Le son qu'il émet permet facilement d'effectuer le calcul entre le temps d'aller, le temps de retour, et on estime facilement la distance. On sait bien que la vitesse du son dans le vide, on connaît déjà 3 fois 10 km par seconde. Grâce à ça, on est capable d'esquiver des obstacles à une distance beaucoup plus raisonnable. Voilà pourquoi la plupart des robots aujourd'hui s'occupent plus des capteurs tels que le sonar, le LIDAR et bien d'autres. Donc, ce sont des éléments qu'on va revenir sur ça dans le chapitre concernant la localisation. Il faut comprendre par contre que dans le cas par contre, avec les capteurs, c'est plus pratique. Voilà, imaginez un robot qui est là, qui se déplace sans besoin qu'on mette des balises partout. Donc, lui, il peut se faufiler au milieu des hommes, en fait. D'accord, c'est plus pratique dans ce sens-là. Mais c'est aussi complexe pour mettre en œuvre parce qu'il faut d'abord regarder la qualité du capteur, regarder aussi, voilà, en quelque sorte, la nature et être sûr que les éléments sont bien faits. En fait, c'est plus complexe à mettre en œuvre par rapport aux balises, mais c'est plus recommandé pour ceux qui veulent faire des projets concrets en robotique dans ce sens-là. Donc, par contre, le mapping, contrairement à la localisation, le mapping maintenant, ce qu'on appelle la cartographie. Dans le mapping, qu'est-ce qu'on a? Dans le mapping, le robot connaît déjà sa position. Le robot sait qu'il est ici. Tout ce qu'il a fait, c'est de sortir la carte de son environnement ou bien la carte au moins de la zone dans laquelle le robot se trouve. Lorsqu'il va donc faire sortir cette carte-là, il va faire sortir cette carte-là peut-être en 3D ou bien en 2D en fonction de nos besoins. Donc, c'est nous qui décidons si on veut notre carte en 3D ou bien en 2D. Donc, pour la cartographie, qu'est-ce qu'on a? Le robot maintenant, il connaît maintenant sa position maintenant. Il envoie maintenant plutôt, il dit ok, évalue-moi à quelle distance se trouve cet élément-ci. À partir de là, il peut donc te sortir des éléments, c'est-à-dire ce qu'on appelle, il peut sortir les informations qui concernent cette carte-ci en fonction aussi du type de capteur que vous utilisez, en fonction du type de technologie utilisée, en fonction aussi du besoin de la recherche. À partir de là, on peut sortir soit la carte en 2D, soit la carte en 3D de notre robot. Et en ce qui concerne bien sûr la navigation, on a compris que pour la navigation, le seul problème, c'est juste de permettre au robot de partir d'un point A à un point B en esquivant les obstacles. Parce que c'était le point d'arrivée, et voilà les éléments qui sont là. Et notre robot doit être capable de partir de ce point ici au point final en esquivant les obstacles. Et on est d'accord que le mode de contrôle doit être autonome, le robot doit être capable de se déplacer seul. Bien sûr, et l'environnement peut être connu
dans le cas de l'approche Google, comme on a vu tout à l'heure, ou bien inconnue dans le cas des voitures Tesla, comme on a vu tout à l'heure. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, les éléments indispensables que vous devez maîtriser lorsqu'on parle de la robotique. Là, nous sommes arrivés au terme de notre introduction en ce qui concerne les bases de la robotique mobile. Là, on a juste fixé un peu les bases, on a un peu fixé les neurones. Et là, vous voyez, c'est un peu très simple à appréhender parce qu'on n'a pas touché les mots-clés, les mots plus poussés, par exemple comme la contrainte de mononomie et voilà, les matrices consonantes. On a un peu essayé d'éviter ces éléments-là juste pour rester focus, vous permettre de mieux appréhender la chose. Maintenant, vous avez déjà une idée de ce que c'est qu'un robot, et quels sont les éléments qui constituent un robot, quels sont les problèmes liés à la robotique, ce qu'on appelle un degré de liberté, ce qu'on appelle un plan, ce qu'on appelle un espace, les types même des robots, des exemples même des robots, un résumé même de la localisation, du mapping et de la cartographie. Il est donc question pour nous de nous attaquer au problème de la robotique, à savoir le problème de localisation, le problème de mapping, le problème de navigation. Mais avant d'y arriver, on va d'abord modéliser. Pourquoi? Parce que la modélisation, c'est un élément indispensable qui va nous permettre de représenter notre robot d'une façon abstraite pour pouvoir effectuer ce nombre d'opérations avant de pouvoir venir faire des calculs. Ça veut dire quoi d'une façon concrète? Ça veut dire que si on veut par exemple programmer ce robot-ci, on ne va pas venir sur le robot faire des tests directement. Non, ça, il y a des coûts, acheter les équipements, il y a des coûts, ça impacte et bien d'autres là. Donc on est d'abord appelé à modéliser notre robot. Ça veut dire lorsqu'on parle ici de modéliser, en quelque sorte, c'est juste en termes de production déjà pour la prochaine séance, c'est juste de représenter notre robot d'une façon abstraite, voilà, moi c'est le robot concret. Maintenant, si on nous demande de modéliser ce robot-ci comme c'est placé là, le robot ici, il est quoi? Il est placé sur le plan. Donc, on va simplement venir là, on sort un plan comme ici, on sort notre plan, on a ici X, on a là par exemple Y, on a ici notre centre ici, notre robot, voilà, bon, peut-être pour le placer comme ça, voilà, pour se mieux voir, ok. Donc, ça veut dire que notre robot, voilà, on va reprendre notre robot simplement comme ça, voilà, c'est bon. Donc voilà notre robot qui est là. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de modéliser notre robot qui est là. Ça veut dire qu'on vient de faire une représentation abstraite d'un robot concret qui est là. Donc, une fois que c'est modélisé, maintenant ici, on peut donc appliquer bien sûr le modèle cinématique. Ça veut dire chercher, on commence bien sûr toujours par le modèle géométrique. Ça veut dire qu'on peut chercher la position, c'est-à-dire en X et en Y de notre robot. On peut chercher le modèle géométrique, dynamique, cinématique autant pour nous, c'est-à-dire la vitesse de déplacement en linéaire, la vitesse de rotation, c'est-à-dire de combien de degrés notre robot tourne et de quelle vitesse notre robot avance, de quelle vitesse notre robot tourne. Et on peut aussi chercher en autre terme aussi le modèle cinématique. Bon, pour éviter aussi trop de calculs, on ne va pas s'intéresser trop au modèle cinématique, du moins pour le moment, parce que les modèles cinématiques sont plus appliqués aux robots sous-marins, tels que, aux robots sous-marins beaucoup plus. Donc ici, on va négliger les forces, les moments qui agissent sur notre robot. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur notre chaîne et n'hésitez pas à vous abonner et surtout de partager la vidéo pour que nous puissions toucher le maximum de personnes. On se dit à très bientôt pour notre deuxième chapitre. Merci.